Donc je m'appelle Philippe Baptiste, je suis le président directeur général du CNES, donc le Centre national d'études spatiales. C'est la plus grosse agence spatiale d'Europe, hein, donc on est un très gros acteur, 2,4 milliards de budget, un des grands acteurs de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Et puis on a aussi beaucoup de collaborations avec les grandes agences internationales, la NASA, la JAXA au Japon, avec l'Inde, etc. On a plein de super beaux projets et on fait, qu'est-ce qu'on fait au CNES? On fait à la fois de la R&D, on soutient des projets scientifiques pour aller faire de l'observation, d'envoyer des sondes, etc. On soutient des projets industriels, faire de nouvelles constellations de télécom, par exemple. On conseille le gouvernement. On travaille aussi sur l'exploration. Enfin, donc on a des champs qui sont extrêmement larges. On couvre en fait toutes les activités du spatial. Quel a été votre parcours d'étudiant? Alors moi, je suis ingénieur. Alors en fait, j'ai été passionné par la science, par les maths et par les sciences du numérique. C'est ça initialement mon parcours d'étudiant, ça a été ça. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. Après, j'ai fait un master en Écosse. Et puis là, je me suis intéressé à la recherche. Et là, c'est un champ qui m'a passionné pendant très nombreuses années, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une thèse de doctorat, et puis à la frontière entre les mathématiques et l'informatique, sur des questions qui sont l'optimisation de, du processus ou l'optimisation, la théorie de la complexité, l'algorithmique, des choses comme ça. Et donc j'ai adoré, et j'ai fait ça toujours à la frontière entre l'industrie et la recherche fondamentale, avec un parcours un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai commencé par des sujets plutôt appliqués, et en fait j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en travaillant sur ces sujets appliqués, je suis tombé sur plein de questions assez fondamentales, d'algorithmique, d'optimisation, de MATLAB, que j'ai réussi à résoudre, j'ai eu de la chance. Et donc en fait j'ai commencé par des choses appliquées, puis je suis allé vers des choses très théoriques et très fondamentales. Donc je suis rentré au CNRS comme ça. Quel a été votre parcours professionnel? Alors, donc là, en fait, j'ai commencé à en parler un petit peu, parce qu'en fait, quand on est chercheur, on est déjà, enfin, même quand on fait une thèse, c'est déjà un parcours professionnel. Donc moi, j'ai fait de la recherche, chercheur, j'ai été professeur à Polytechnique, et puis je me suis intéressé en parallèle, j'ai toujours été intéressé par les applications, donc j'ai aussi contribué à créer un certain nombre de start-up. J'ai travaillé dans l'industrie avec des contrats, ou même en y allant, en étant moi-même dans différentes grandes entreprises, je sais pas, IBM, Bouygues, Total, etc. Donc voilà, vraiment, ça m'a toujours intéressé de voir comment ce que je pouvais faire d'un point de vue théorique s'appliquer. Et puis, donc à la fois, je m'intéressais aux questions industrielles, et puis en même temps, moi j'aime bien aussi comprendre comment fonctionne le système dans lequel on vit. Et donc j'ai pris des responsabilités assez nombreuses et assez rapidement. Donc j'ai été directeur général du CNRS, directeur général délégué du CNRS. Puis j'ai été chez Total, directeur de la R&D. Je me suis donc toujours à la frontière entre la technologie, la science et puis les applications. Et en fait, ma première grande vraie rencontre avec le spatial, ça a été au CNRS. Puisque en fait, le CNRS est l'un des très grands partenaires du CNES, et que le CNES, en fait, comment est-ce qu'on travaille? En fait, c'est les scientifiques du CNRS qui réfléchissent, qui conçoivent, alors pas seuls aussi avec les universités, mais qui réfléchissent, qui conçoivent des missions, qui ont des projets. Et en fait, nous, au CNES, on prend les projets, on les solidifie, on les rend robustes, on les industrialise, on fait l'interface avec l'industrie, et puis souvent aussi on aide dans des compétences techniques pour faire que ces projets voilà, aboutissent vraiment, quoi. Donc, cette relation, voilà, et là ça a été un premier contact vraiment important avec le spatial. Et puis après, dans une dernière partie de ma carrière, avant de rejoindre le CNES, pendant ces dernières années, j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, donc au contact direct des politiques. J'étais directeur de cabinet de Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Et puis après, j'ai été conseiller sur l'éducation, la science et la recherche d'Édouard Philippe pendant les derniers mois, pendant la crise. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial? Alors en fait, non, parce que quand j'étais étudiant, moi le spatial ça m'a passionné quand j'étais tout petit. Alors, quand j'étais tout petit, moi j'avais des photos de Gagarine partout, enfin, comme beaucoup de gens de ma génération. Voilà, c'était vraiment une passion quotidienne. Après, je me suis rendu compte quand j'étais petit que j'y voyais rien, je vois ni de près, ni de loin, ni du milieu d'ailleurs, même pas en relief. Donc assez rapidement, j'ai compris que le rêve d'être astronaute ou cosmonaute, c'était plutôt les Russes qui m'attiraient quand j'étais petit, était inatteignable. Donc j'avais un peu oublié ça. Et en fait, moi, je me suis réintéressé beaucoup au spatial plus tard. Donc pas comme étudiant, mais après. J'ai démarré ma carrière vraiment comme chercheur à la frontière entre les maths et l'informatique. Pouvez-vous nous présenter les différents défis du CNES sur l'actualité internationale où la concurrence est incontestablement rude? Alors ça, c'est une question très large. Effectivement, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on vit une espèce de rupture en ce moment dans le monde du spatial. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement les enjeux de science. Je sais pas, je fais un télescope que je vais embarquer sur un satellite. Je fais des objets qui vont faire de l'observation de la Terre. Donc ça, c'est vraiment un champ qui est extrêmement important et qui est historique. Les enjeux de défense, là aussi, avec de grandes ruptures, mais toujours un champ qui est là depuis très longtemps. Les enjeux de télécom, avec des télécoms de satellites géostationnaires pour la télévision, pour les télécommunications, etc. Ça, c'est des enjeux qui sont bien énormément... Enfin, ils sont là depuis longtemps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de très grandes évolutions technologiques, mais ils sont là depuis longtemps. La très grande rupture du moment, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on a beaucoup de données qui viennent du spatial, beaucoup de données pas chères, parce que les prix en fait, des satellites, des lancements baissent radicalement, et donc derrière, beaucoup de business, c'est-à-dire beaucoup de nouvelles entreprises ou d'industries traditionnelles qui s'intéressent au secteur du spatial. Et donc il y a une espèce de boom, de déflagration des applications et des services, et c'est ça un enjeu qui est absolument majeur et qui est en train de tirer tout le monde du spatial. Alors évidemment, il faut qu'on soit équilibré, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire de la science, il faut qu'on continue évidemment à s'intéresser aux applications de la défense, etc. Tous ces enjeux qui existent historiques du spatial, ils sont toujours là, et il faut toujours évidemment les alimenter, les financer, etc. C'est évident, mais il y a quelque chose de vraiment nouveau, c'est le boom des applications, qui est à la frontière, au croisement entre le monde du numérique et le monde du spatial. Qu'il faut savoir lire aussi. Oui, absolument. Parce que ça, c'est un travail absolument pas négligeable. Oui. Alors, l'apparition des nouveaux lanceurs, liés notamment aux startups, nous insère inévitablement dans ce que nous appelons un nouveau marché. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, tout en tenant compte, bien entendu, de l'histoire du spatial à l'échelle européenne? Je fais allusion, vous l'auriez pleinement compris, la famille d'Ariane, et l'arrivée très prochaine, nous le souhaitons tous, du lancement d'Ariane 6. Ariane 6 2022, donc qu'on attend tous. On est tous hyper mobilisés autour d'Ariane 6, c'est un défi pour tout le monde. On est à la fin du développement du programme, maintenant il faut qu'on ait le premier vol. Je touche du bois, c'est un premier vol, il y a toujours une part de risque, mais on est très confiant, le développement technique est très bon, Ariane Group maîtrise son programme, donc voilà, on est tous mobilisés autour d'Ariane Group. Maintenant, si on prend un pas de recul, et je rebondis sur votre question, vous parliez des startups des lanceurs. Si on pense à Elon Musk, c'est une startup qui a bénéficié au total de 12 milliards d'euros de subventions et de contrats de la part du gouvernement américain. Donc il ne faut pas avoir... Ce serait une erreur de croire que c'est une start-up qui a été faite dans un garage et qu'il a sorti une fusée d'un garage. C'est un garage à 12 milliards d'euros. Donc il faut quand même l'avoir en tête. 12 milliards de dollars, pardon. Non, ça n'enlève rien aux qualités techniques et aux très bonnes idées qu'a pu avoir
Elon Musk et qu'ont SpaceX. À la fois un génie de la communication, il a participé clairement à remettre le spatial au cœur du rêve de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment génial, bravo. Il a mis en place donc un programme de réutilisable qui permet de faire des lancements pas chers, mais nombreux. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pas lui qui est à l'origine du concept, hein. La question du réutilisable a été sur la table depuis longtemps, mais par contre il l'a mise enfin voilà, il l'a vraiment développé, il l'a industrialisé de manière extrêmement efficace. Donc il a fait plein de choses. Mais n'oublions pas un truc, c'est que derrière Elon Musk, il y a le gouvernement américain qui subventionne énormément chaque lancement et qui subventionne aussi le développement. Et donc il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que on a en face de nous un concurrent très agressif sur les prix, qui vend ses lancements au coût variable, parce que les coûts fixes sont payés par le gouvernement américain. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Mais il ne faut pas se tromper, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on y aille en naïveté, et il faut que l'Europe reste unie. Donc évidemment, c'est des défis. Quand on a conçu Ariane 6, personne n'imaginait que les prix seraient si bas. Donc évidemment on a un défi commercial à relever, mais moi je suis convaincu qu'on va y arriver, et c'est évidemment un moment où tous les pays d'Europe doivent se serrer les coudes pour faire face à cette concurrence incroyable. Il faut aussi qu'on prépare l'avenir, et c'est aussi ce qu'on fait avec Ariane Group, en réfléchissant demain à des modèles réutilisables, à des petits lanceurs, etc. Toute la lignée des CubeSat aussi sur les. Et c'est aussi évidemment, alors sur les, ce qui est là où on est le plus challengé aujourd'hui, hein, c'est sur le monde des lanceurs. Sur le monde des satellitiers, il y a évidemment des grandes ruptures, etc., mais on a une industrie qui est en très grande forme aujourd'hui. Hein. Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. Thales Alenia Space et Airbus sont quand même deux champions français et européens qui ont des parts de marché absolument considérables. Sur les télécoms, c'est 60% du marché mondial. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs technologiques où la France peut se prévaloir de tels succès. Donc vraiment, ça marche bien, les liens entre le CNES qui finance les programmes de R&D, etc., tout ça fonctionne très très bien, ça marche d'enfer. Donc voilà. Après, sur les lanceurs, on est très challengé. Et puis, il faut aussi préparer le futur, il faut préparer les constellations, etc. C'est d'avoir la conscience qu'il faut pérenniser toutes ces actions excellentes, comme vous l'avez dit, sur la durée. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Alors après, ils sont très matures aussi. Ils ont leur propre programme de R&D. On a avec nous Airbus, Thales. C'est de très très grands champions. Et donc, nous, notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de les aider. C'est de les pousser en les alimentant sur de la technologie, en les encourageant à faire des programmes de R&D qu'ils ne feraient pas naturellement tout seuls sur des sujets très risqués ou très amont, mais ils sont très très bons. Comment se place le CNES dans ce contexte international où les pays et l'économie ont été fragilisés par la crise? En sachant que si l'on observe attentivement la Chine, on remarque pleinement que son économie interne a repris, ainsi que leurs nombreux projets spatiaux. Un autre aspect est à mon sens à considérer, c'est que chaque année, il y a plus de 200 000 étudiants scientifiques chinois qui rentrent sur le marché du travail. Or, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui est à considérer, en sachant incontestablement que l'histoire nous a toujours montré que l'ESA et le CNES ont toujours joué un rôle pertinent sur la scène internationale en faisant le bon choix. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Premier point, peut-être la sortie de crise et la situation sanitaire. Bon, déjà sortie de crise, là aussi, je touche du bois pour une deuxième fois. Il faut tous espérer qu'effectivement, on est vraiment en sortie de crise. Moi, déjà, je voudrais saluer la mobilisation incroyable, non seulement des salariés du CNES pendant la crise sanitaire. Enfin, c'est juste remarquable. Les gens ont travaillé, alors beaucoup de chez eux, mais pas tous. Il y en a un certain nombre, des gens qui opèrent des satellites, etc., qui ont été mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'était des services vitaux et qui ont opéré dans des conditions qui n'étaient pas simples. Franchement, moi je tire mon chapeau, c'était remarquable. Et je crois que ça dépasse aussi le CNES, c'est aussi les autres acteurs de l'écosystème, ils ont tous aussi été extraordinairement mobilisés.
On a un plan de relance, le plan de relance qui est un plan de relance qui est lancé par Bruno Le Maire et par le gouvernement et qui est porté par le CNES pour ce qui s'agit du spatial. Ça y est, on a commencé à signer les premiers contrats. Donc moi, j'espère, je suis convaincu qu'on va y arriver et qu'il n'y aura pas de casse. On a pris un peu de retard sur un certain nombre de programmes, mais il n'y a rien qui m'inquiète vraiment fondamentalement. Il faut qu'on fasse très attention à nos petits sous-traitants, parce que ce n'est pas tellement les primes qui m'inquiètent le plus, c'est plutôt les sous-traitants de deuxième ligne qui, eux, ont plus de mal à encaisser le choc de la crise. Voilà, il faut qu'on soit vigile. Sur la Chine. Donc la Chine est une puissance spatiale qui augmente son investissement de manière absolument considérable. La Chine investit plus que l'Europe sur le spatial, moins que les US probablement, mais plus que l'Europe. Et ils ont quelques très beaux succès, en particulier sur le vol habité, qu'on a pu voir ces dernières semaines. Ils sont pas encore, ils ne maîtrisent pas encore tous les sujets, et donc il y a encore, mais j'ai aucun doute sur le fait que, nos amis chinois, ils ont démontré leur capacité à non seulement apprendre, mais faire plus qu'apprendre, à se mettre au meilleur niveau international et à concevoir aussi de nouveaux objets et de nouvelles idées dans plein de secteurs, et donc y compris dans le spatial, je suis confiant. On a historiquement de bonnes relations avec les Chinois dans le monde du spatial. Maintenant, il faut être très clair. On voit bien qu'on est dans une repolarisation politique à un niveau géostratégique global, mais aussi au niveau spatial. Et donc, si je prends l'exemple par exemple de la Lune et de Mars, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a 2 voire 3 projets qui sont en train de rentrer en compétition. Un projet autour des Américains, un projet russe-chinois de l'autre, et peut-être un projet européen, c'est pas complètement clair. Probablement que l'Europe contribuera de manière très significative au projet américain, mais ce n'est pas encore complètement décidé, complètement fait. Donc on voit bien qu'il y a une forme de repolarisation du monde sur ce sujet-là, et avec des volontés de puissance qui sont extrêmement affirmées, qui vont peut-être doper les investissements. Après, on peut peut-être regretter aussi tout simplement qu'on ne soit pas en mesure tous ensemble de se mettre ensemble pour réfléchir à ce que pourrait être l'exploration spatiale de demain. Si on veut aller sur Mars, on a peut-être intérêt à le faire tous ensemble plutôt que d'aller avec 3 équipes différentes. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être un dernier point, vous mentionnez la question des compétences en sciences, en technologie. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, pas forcément dans le domaine du spatial, mais plus sur l'ensemble des sujets, sciences et technologies. On est très très bon en France et en Europe. On a des ingénieurs ou des universitaires ou des chercheurs qui sont remarquablement formés, très très bons. Si vous allez sur la côte ouest des États-Unis et que vous vous promenez, il y a beaucoup de gens qui parlent français, énormément de jeunes qui viennent de nos grandes écoles et de nos universités. C'est à la fois un motif évidemment de fierté, et c'est très bien de faire ça. Faut que ça se passe dans les deux sens. Donc, je ne crois pas qu'on ait de fuite de cerveau, mais il faut qu'on ait des flux qui viennent voilà, il faut qu'on ait des flux dans tous les sens. Le seul risque que je vois aujourd'hui, je pense qu'on est bien positionné, le seul risque que je vois, c'est faut dire aux jeunes de venir faire de la science et de la technologie. C'est juste un bonheur, quoi. Parce que si vous voulez comprendre le monde aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre le monde aujourd'hui si vous ne comprenez pas ce que sont les mathématiques, le numérique, la physique, la biologie, la science. Ce n'est pas juste une petite culture dont vous avez besoin, c'est simplement tout le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, il est construit autour de la science et de la technologie. Et donc pour penser ce monde, il faut que vous ayez une culture scientifique solide. Moi, c'est vraiment un message de bon citoyen. Évidemment que c'est important de faire des humanités, évidemment que c'est important de faire des langues, de la science politique, tout ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, la science et la technologie, ça structure notre pensée, ça structure le monde. Regardez les débats que vous avez autour du Covid aujourd'hui. C'est absolument incroyable, le vaccin, comment il a été mis en place, c'est quoi ces nouvelles technologies de vaccin, c'est quoi les débats sur les essais, c'est quoi sur les débats, toutes ces questions-là, c'est des questions de science et de technologie qui sont profondément bouleversées parce qu'on est encore dans une phase d'accélération de la science et de la techno. Venez, moi je dis aux jeunes, mais venez faire de la science et de la technologie, mais même sur un mode mineur, entre guillemets, c'est-à-dire même si ce n'est pas demain votre métier,
Par contre, il faut que vous soyez exposé dans votre parcours, c'est un truc auquel je crois vraiment profondément, il faut que vous soyez exposé dans votre parcours à ces questions de science et de technologie. Il faut que, j'ai envie de dire, nos amis de Sciences Po, mais c'est très bien de faire des sciences politiques, c'est fabuleux, c'est des gens très brillants que j'ai eu le plaisir de beaucoup côtoyer ces dernières années. Mais par contre, pourquoi vous n'avez pas fait de sciences et de technologie? Venez, c'est important pour comprendre le monde. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier? Continuez. Moi, j'ai envie de dire, c'est continuer et ouvrez-vous. Tout à l'heure, je disais en gros aux gens qui ne faisaient pas de sciences, faites-en. Mais moi, je dis maintenant aux gens qui font des sciences, attention, les sciences, c'est super, mais ouvrez-vous au-delà des sciences, au-delà de votre champ applicatif. Donc si vous faites de la biologie, intéressez-vous à l'informatique. Si vous faites de l'informatique, intéressez-vous à la physique. Et dans tous les cas, intéressez-vous aussi à ce qui se passe à côté. Regardez, faites de la philo, ouvrez-vous au reste du monde, c'est important. C'est votre culture d'honnête homme et c'est votre culture de citoyen de demain. Mais c'est aussi votre culture d'ingénieur et votre culture de manager demain dans le monde de l'industrie ou de la recherche. Voilà. C'est très très important d'avoir à la fois des gens qui soient très bons dans leur domaine, ça on en a absolument besoin, parce que si vous faites de la propulsion, vous voulez le gars qui soit top dans le domaine de la propulsion, pareil dans le domaine de la thermique, mais après si vous voulez vous épanouir dans votre environnement, c'est important pour vous, et ça c'est vraiment mon message, c'est important pour vous d'aller regarder à côté, d'aller regarder dans d'autres champs et de vous ouvrir. Ouvrez-vous, allez à l'étranger, allez voir ce qui se passe à l'étranger, allez passer 3 ans aux US, allez passer 3 ans n'importe où, ouvrez-vous, vous allez apprendre plein de choses, voilà. Et puis n'ayez pas peur. Moi, dans mon expérience, qui n'est rien d'autre que mon expérience propre, il y a plein de parcours, chacun doit construire son parcours, j'ai souvent changé de secteur, j'ai fait de l'informatique, j'ai fait des maths, je suis allé m'intéresser au monde de l'énergie, au monde du spatial, et à chaque fois, moi j'ai appris plein de choses, et à titre personnel, c'est hyper enrichissant. Pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi? En tout cas, moi ce que je crois, c'est qu'il faut développer la culture scientifique et technique. Lorsque l'on parle d'une culture scientifique, on dit on est sur la bonne lignée d'une culture scientifique et technique acquise sur le terrain, de la manipulation, de l'expérimentation, de la maîtrise des notions et l'engagement sur les projets. Oui, bien sûr, et ça veut dire, ça doit commencer très tôt. Ça commence à l'école, et j'ai envie de dire, ça ne devrait jamais finir. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Je pense que la place des sciences dans notre société, je vais dire les choses pudiquement, n'avance pas, et ça c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que vous avez la montée de tous ces phénomènes totalement absurdes, complotistes, climato-sceptiques, vaccino-sceptiques, whatever. Et ça, je veux dire, c'est... Alors, à la fois, le doute est consubstantiel à la science, mais c'est un doute qui est raisonné et qui est un doute qui est étayé. Le doute, c'est pas de s'opposer simplement à des vérités scientifiques qui sont établies, simplement parce que pour le plaisir de créer de la polémique. Et c'est ça qu'on voit émerger aujourd'hui et que je trouve très très inquiétant. Douter pour un scientifique, encore une fois, c'est au cœur de notre travail, mais ce doute, il s'inscrit au sein d'un modèle. Ça veut dire que j'ai un modèle qui est posé, j'en vois ses limites, donc j'en doute, et éventuellement je vais construire un autre modèle. C'est comme ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on fait avancer la science. C'est pas la polémique et c'est pas la juxtaposition de polémique. Ce que je trouve dramatique et profondément triste, c'est de voir qu'on a aussi un certain nombre de scientifiques qui sont très bons et qui tombent dans cette polémique et qui, quelque part, fourvoient plein de gens et une partie de la société à travers ces polémiques absurdes. Merci. Merci beaucoup. Bon, très bien. Super. Très bien.